J'ai l'impression que c'est bon. Donc, sans plus attendre, je vais donner le micro à Madame Le Chevalier, première adjointe donc au maire de Ouistreham, pour un petit mot d'accueil républicain. Merci. Merci monsieur. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Alors surtout beaucoup de monsieur, a priori, les éoliennes attirent les hommes. Eh bien, soyez tous les bienvenus à Ouistreham Rivabella. Nous avons ici un sentiment que ce sujet est particulièrement important, parce que nous sommes au bord de la mer, bien sûr, mais aussi parce que juste à côté d'ici, pour ceux qui connaissent, il y a l'usine de maintenance des pales. Donc on est complètement partie prenante de ce projet. Alors celui-ci est un petit peu plus loin que celui de Courseulles, mais malgré tout, la mairie tenait à soutenir ce projet de la même façon qu'on avait soutenu le premier. Alors, je vous prie de m'excuser, mais je ne pourrai sûrement pas rester jusqu'à la fin de la réunion parce que j'ai une autre obligation. Mais je ne doute pas que cette soirée soit très riche et que tout le monde repartira beaucoup plus savant sur les éoliennes. Merci. Je vous remercie. Alors, je me présente, je m'appelle Hugo Rosset, je suis du bureau d'études Sistra et je serai en charge de l'animation de cette réunion de concertation sur les projets éoliens en mer dans la zone Centre-Manche. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 pour 2 heures de réunion à peu près, avec une réunion qui va se dérouler plus ou moins en 2 parties. Une première partie qui va consister finalement en un petit temps de présentation des avancements de ces projets de parcs éoliens en mer en zone Centre-Manche, suivi d'un temps de présentation par le cabinet Cinet des études en mer qui sont menées actuellement. Nous ouvrirons ensuite un petit temps d'échange avec vous. Non, pas un petit temps d'échange, un temps d'échange avec vous pour vous permettre justement de poser vos questions et de faire part de vos remarques. La deuxième partie de la réunion consistera à aborder le sujet du projet de raccordement donc, au parc éolien en mer en zone de Centre-Manche. Donc ça sera une présentation qui sera faite par RTE pour le coup. Le programme de la réunion est relativement chargé, donc j'inviterai l'ensemble des participants et des intervenants également en tribune à être concis et directs dans vos interventions pour permettre au plus grand nombre de pouvoir s'exprimer. Petit détail, la réunion est enregistrée, mais dans le seul objectif de pouvoir réaliser un compte-rendu qui sera le plus fidèle possible à l'ensemble des échanges qui auront lieu dans le cadre de cette présentation et de cette réunion publique. Et il sera mis en ligne pour que vous puissiez après justement pouvoir le lire après et bien retrouver tous les propos qui auront été tenus dans le cadre de cette réunion. Merci pour la précision qui est de taille. Quelques règles de bienséance avant de rentrer dans le vif du sujet de cette réunion. Donc, pour que la réunion se passe plutôt bien, donc, première règle, c'est la traçabilité des échanges. Donc ça revient un peu à repréciser que cette réunion fera l'objet d'un compte-rendu. Et pour assurer un compte-rendu de cette réunion, il faut que vous ayez un micro pour pouvoir vous exprimer pour que ça puisse être enregistré et puis ensuite retranscrit dans le cadre du compte-rendu. La deuxième règle, c'est l'équité des temps de parole. Donc le déroulé finalement de cette réunion publique a été vu pour pouvoir ouvrir de larges temps d'échange avec le public et vous permettre de poser vos questions. Et la dernière règle, c'est finalement l'écoute et le respect, on va dire, des personnes qui s'exprimeront dans le cadre de ces réunions, à la fois vous et à la fois aussi les porte-paroles, pour pouvoir avoir des débats qui soient apaisés et constructifs. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole donc à Jean Trarieux, garant de la concertation qui se situe tout à ma droite, donc tout à votre gauche, pour un petit mot d'introduction, expliquer son rôle et le rôle, enfin voilà, et cette concertation. Oui, bonsoir. Donc, vous voyez deux projets. Donc, il y a 2 projets qui ont des origines un petit peu différentes. Le premier a eu un débat public qui a eu lieu 2019-2020, qui était mené par la CNDP, donc dans le projet de parc qui est arrivé dans la zone Centre-Manche. Et après, il y a eu un deuxième projet porté par l'État, donc il y a eu une concertation préalable, portée par la DREAL. Sur ces 2 projets, l'État a décidé de les continuer, donc ils sont rentrés en concertation continue, et donc la CNDP, la Commission nationale du débat public, nomme 2 garants, donc Dominique Pacori qui n'est pas là ce soir, et moi-même, donc nous suivons ces 2 concertations. Ces 2 concertations qui, pour l'État comme pour nous, en fait, ne sont qu'un seul objet. Et c'est pour ça qu'ils sont en général présentés ensemble et on verra l'avancement des 2. Alors, l'émission des garants, c'est quoi? C'est vérifier que les objectifs et principes de la concertation soient tenus. Donc, les objectifs, c'est l'association du public. Donc, ça tombe bien, vous êtes là ce soir. C'est une info complète et puis voilà, et que vous ayez les moyens de s'exprimer. Et les principes,
C'est, alors, je vais revenir que sur deux, l'équivalence de la parole. C'est-à-dire que ce soir, que vous soyez élu, membre d'une association ou simple, entre guillemets, citoyen, les paroles sont équivalentes et ont le même poids. Et deuxième principe qui est extrêmement important, c'est quand vous exprimez une opinion, quelle qu'elle soit, c'est argumenter. Alors argumenter parce que ça enrichit le débat et ça permet de rebondir, et parce que nous, Garant, on fait un bilan annuel, et qu'est-ce qu'on retient? C'est surtout les arguments, voilà, plus que les cris ou autres. Voilà. Et je vous souhaite une bonne réunion. Merci. Alors maintenant, je me tourne vers la tribune avec Damien Levallois qui présente du coup la DREAL Normandie qui porte ses projets de parc éolien en mer. Et puis après, donc, ça sera le cabinet Ciné, donc représenté par Mathieu Jacob pour présenter les études qui ont lieu en mer. Damien Levallois, la parole est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette première réunion post-débat public, de concertation post-débat public sur les deux projets, Centre-Manche 1 et Centre-Manche 2, dont on va pouvoir revenir pendant cette petite présentation de 10 minutes. Alors pourquoi déjà revenir peut-être sur les raisons du développement de l'éolien et donc de l'éolien en mer pour nous? C'est les différentes politiques que mène l'État au titre de la transition énergétique, qui a pour but finalement de décarboner notre mix énergétique, puisque aujourd'hui notre mix énergétique est composé, comme vous le voyez en rouge, de 65% d'énergie fossile. Donc demain, l'objectif, c'est de supprimer un maximum d'énergie fossile pour atteindre finalement à l'horizon 2050, zéro carbone émis, ou en tout cas une balance neutre d'émissions de carbone en France. Alors comment arriver à ces objectifs? Le premier, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est la sobriété. Pour diminuer ce camembert rouge, c'est 40% en moins d'énergie qu'il faudra consommer en 2050. Et quand on voit aujourd'hui que sur les efforts de sobriété, juste sur l'électrique, je crois que RTE a publié des chiffres, on arrive à des niveaux de 5%, alors je ne sais plus si c'est hebdomadaire ou mensuel, mais c'est ce genre de chiffres que l'on voit apparaître. Alors bien sûr, la sobriété, elle n'apparaît pas que sur les gestes quotidiens, elle apparaît aussi dans nos actions plus stratégiques, je dirais, donc la rénovation de bâtiments ou le changement d'utilisation d'énergie pour telle ou telle action. Donc, par exemple, on peut penser au déplacement et au transport, quitter l'énergie fossile pour de l'énergie électrique, énergie fossile avec des rendements de près de 30%, énergie électrique avec des rendements de près de 90%. Donc, on voit que la sobriété, en tout cas l'efficacité énergétique, est un des appuis qui nous permettra d'être assez sobre en consommation d'énergie. Aujourd'hui, l'éolien en mer a un objectif à long terme de 40 gigawatts à l'horizon 2050. C'est ce qui va être mis en discussion les 6 prochains mois, puisque le Parlement va commencer à travailler sur la loi énergie-climat 2022-2023. Et cette énergie sera finalement la première des énergies renouvelables en termes de production. La zone Centre-Manche, elle est issue, comme disait M. Trarieux, donc du débat public qui a eu lieu en 2019-2020, qui a permis de définir une zone sur un espace de 10 000 km² au regard des contributions du public et finalement des choix que l'État derrière a arrêtés le 4 décembre 2020. Donc sur une zone de 500 km², et l'appel d'offres, dit appel d'offres numéro 4, puisque c'est un industriel qui construira le parc éolien, a été lancé en décembre 2020. L'année passée, le Premier ministre a annoncé qu'on ferait un deuxième projet sur cette même zone, puisque les études, en tout cas, qu'on a portées pendant toute la première phase, nous a permis d'engager, en tout cas de confirmer qu'on avait une possibilité de faire un deuxième parc éolien sur cette zone. Et donc, on a eu une concertation entre janvier et mai l'année passée, qui a officialisé en août dernier le fait de lancer ce deuxième projet éolien, donc Centre-Manche 2. Donc on est sur une zone préférentielle de 250 km². On a pris une petite réserve de 20 km² en plus, puisqu'on a encore des levées techniques à faire d'un point de vue trafic maritime, d'un point de vue géologique sur les fonds.
en tout cas les sous-sols. Donc on a pris une petite réserve de 20 km² pour être certain de pouvoir développer ce projet. On a un raccordement qui sera fait vers le Calvados pour ce deuxième projet, alors que le premier est fait vers la Manche. Et puis, on a repris les mêmes engagements. En tout cas, on fait le choix de prendre les mêmes engagements pour conduire ce nouveau projet en termes de cahier des charges, donc ce que l'on impose à l'industriel pour construire le projet, avec un élément complémentaire qui apparaissait pas dans le premier, c'est qu'on va essayer de faire travailler les industriels sur l'innovation au sens large autour de ces projets éoliens. Le projet Centre-Manche, donc en bleu, c'est le Centre-Manche 1, en vert, le Centre-Manche 2, avec la petite réserve, le petit carré, ou petit rectangle plutôt, au sud. Et vous voyez à peu près les distances, enfin, ce pourquoi finalement on l'appelle Centre-Manche, c'est qu'il est à peu près égale distance des 3 départements côtiers de la Normandie. Quelques chiffres, 2,5 gigawatts. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la consommation annuelle d'1,7 million de foyers, c'est plus que les foyers normands. Ça veut dire une zone entre 400 et 423 km². Et puis des mises en service attendues autour des années 2030 et un projet raccordement compris estimé à 7-9 milliards d'euros. Nombre d'éoliennes, comme vous voyez, entre 120 et 170, puisque aujourd'hui, il y a un dispositif réglementaire qui permet d'adapter le projet en fonction du type d'éolienne mis en œuvre. Donc, ce qu'on appelle un permis enveloppe, qui permet d'avoir une autorisation qui permette l'évolution des projets. Actualité sur les 2 projets. Donc, pour le Centre-Manche 1, donc, qui fait l'objet de l'appel d'offres numéro 4, les offres ont été reçues par la Commission de régulation de l'énergie le 10 novembre. Et donc, la Commission de régulation de l'énergie devrait désigner le porteur de projet, en tout cas le proposer au ministre, au cours du premier trimestre 2023. On pense fin février. Centre-Manche 2, l'appel à candidature pour l'appel d'offres numéro 8 est lancé. Les candidats ont encore quelques jours pour poser les questions. Et donc, ils ont jusqu'au 23 décembre pour candidater. On pense que l'appel d'offres suivra dans les 2-3 mois qui suivront et on estime aujourd'hui qu'on aura donc une désignation du candidat en fin d'année 2023. C'est-à-dire qu'on a un projet, le premier projet Centre-Manche 1 est parti en 2019 et va être attribué à un porteur de projet en février 2023. Celui-là est parti en 2022. Et va être attribué à un porteur de projet fin 2023. Donc on a un effet assez fort de cadencement finalement quand on travaille sur une même zone qui fait accélérer les processus. En termes de raccordement, je vais le dire parce que c'est sur le diaporama, mais on en reparlera tout à l'heure. La définition du fuseau, presque le tracé du raccordement vers le Calvados, il sera défini en février 2023. Et donc les études, je parle un petit peu avant de te donner la parole, Mathieu. Les études, on a des études techniques et des études environnementales en mer. C'est beaucoup de travail pour beaucoup de cabinets extérieurs ou d'établissements publics de l'État. On a des travaux avec Météo France sur l'acquisition Météo France est le service hydrographique et océanographique de la marine sur l'acquisition des données de vent, de courant, de marée, de houle. On a des bouées qui sont mouillées en mer à la fois, alors je vais exprimer, au large du Cotentin et à la fois au large de Fécamp pour pouvoir connaître précisément le vent dans cette zone. Toutes les zones ont été hydrographiées par le CHUM et avec des recueils du sédiment pour pouvoir bien caractériser ces espaces. Et derrière, on a fait aussi, alors là c'est plus pour les aspects techniques de l'installation des éoliennes, des levées sismiques, donc qui nous permettent d'avoir une connaissance des sous-sols jusqu'à près de 60 mètres de fond. Et pour bien caractériser ces données sismiques, on fait des carottages en mer, et donc on a un navire aujourd'hui qui fait des carottages en mer jusqu'à aussi à peu près 60 mètres de fond pour analyser d'un point de vue géotechnique les possibilités et plus tard de mettre des éoliennes. Sur les aspects milieu humain, c'est le trafic maritime qui nous intéresse fortement.
puisque la commission particulière du débat public a repris les arguments du public et nous a demandé de nous réinterroger sur des aspects de régulation ou d'interdiction, de contraintes que l'État avait mis en place, ou a mis en place, ou en tout cas a voulu partager avec le public. Et donc on s'est réinterrogé et on travaille aujourd'hui à faire évoluer le chenal d'accès d'Antifer. C'est le chenal d'accès des pétroliers qui va vers le port d'Antifer. On a une étude sur ce sujet-là, en sachant que la validation finale sera faite par l'Organisation maritime internationale, puisqu'on est dans les eaux internationales. On fait des études sur le paysage et le patrimoine, puisqu'on avait un bien inscrit à l'UNESCO qui est les tours de Saint-Val-à-Hougue. Et donc on voulait que ce projet puisse se faire sans porter atteinte à cette inscription UNESCO. Et puis bien sûr, un acteur fort de l'espace maritime, c'est la pêche. Donc on a mené des études socio-économiques sur la pêche. Et on a pu éviter en tout cas les zones fortement pêchées, que sont les zones par exemple Coquille Saint-Jacques qu'on connaît tous. Sur les études environnementales, 2 cabinets nous accompagnent avec leurs sous-traitants. Donc, Ciné, qui est là ce soir avec nous, travaille sur qualité de l'eau, bruit ambiant, mais on y reviendra tout à l'heure. Et on a un autre cabinet, Biotop, accompagné de Quiet Ocean, qui travaille sur les oiseaux, les mammifères marins, les chauves-souris, le bruit sous-marin, et qui se fait aussi accompagner d'autres prestataires sur ces études. Des études qui durent près de 2 ans sur les aspects environnementaux. Juste pour donner un petit exemple, puisque ce soir on ne va pas en parler. Voilà, donc 2 biotopes qui travaillent sur les aspects, je vous ai dit, mammifères marins et oiseaux marins. Donc là, j'ai mis ce qu'on vient de recevoir, on les a reçus cette semaine. 2 études intermédiaires, 2 rapports intermédiaires. Un qui est fait par le GONE, qui a fait des études télémétriques, c'est-à-dire qu'il pose des GPS sur les goélands argentés de l'île de Tatillou. Et là, on voit, par exemple, donc c'est la partie droite, on voit les déplacements de ces oiseaux sur cette carte. Et puis, sur l'autre côté, c'est la même chose, télémétrique, mais sur les phoques gris de la baie de l'entrée de la Seine. C'est la première fois que c'est fait sur cet espace-là. Généralement, c'est plutôt la baie d'Évé, donc sur 40 ans. Et là, c'est la première fois qu'il s'est fait sur cet espace-là. Donc, vous voyez, c'est le CNRS, l'Université de La Rochelle, qui travaille sur ces aspects. Et donc, en haut, c'est le bagage d'un mâle, et en bas, c'est le bagage d'une femelle. Donc, le mâle est resté, la femelle est partie se promener. Et là, je vais laisser la place. Bonsoir à tous. J'attends que la diapo arrive. Donc, je suis Mathieu Jacob, je suis le responsable projet au sein de la structure Ciné, donc il y a un bureau d'études environnementales avec une forte spécialité sur le milieu marin. Je suis venu accompagner ce soir de 3 membres de l'équipe du projet qui travaillent aussi sur le projet. On a Hugo Danillon qui est chargé de mission, qui à partir de lundi matin, 2h du matin, embarque juste à côté pour 3 jours en mer faire des missions de qualité de l'eau avec 2 de ses collègues. On a Sarah Renaud qui est chef de plusieurs campagnes, donc différents compartiments, différentes campagnes qu'a pu présenter rapidement Damien, sur lesquelles je vais revenir tout de suite. Et également Pascal Aquebar, qui est peut-être connu par certains d'entre vous, qui est notre référent scientifique environnemental au sein de la structure. La première slide pour nous présenter, mais pas que Ciné. On a eu une forte volonté lors de la réponse à l'appel d'offres de s'entourer de sous-traitants, mais aussi de partenaires, co-traitants, sous-traitants, partenaires qui sont locaux, sauf certains qui sont bretons, qui sont cachés dans les icônes et logos que vous voyez là. Je ne les citerai pas. Mais donc, on travaille vraiment avec des partenaires locaux, et c'est un vrai choix politique, mais aussi stratégique d'un point de vue de l'entreprise, de fidéliser, de travailler avec les acteurs qui connaissent la zone. Les étapes synthétiques, évidemment, de l'étude qui vise de notre côté à fournir à l'Adréal et au ministère un état initial sur les différentes campagnes et compartiments pour lesquels nous sommes mandatés. Elles sont représentées ici sur cette slide en 5 étapes. Avant tout, on commence par une définition
de longue date, parce que ça ne se fait pas en quelques heures évidemment, sur un plan d'échantillonnage. On va voir la carte juste après. Donc plan d'échantillonnage pour définir quelles sont les zones, les points où on va aller réaliser nos campagnes scientifiques terrain. Et définition des protocoles. Ce qu'on appelle le protocole, en fait, c'est le mode opératoire. C'est qu'est-ce qu'on vise comme objectif, comment on va le faire, quels moyens, matériels, humains, logistiques, pour permettre d'avoir le meilleur résultat attendu dans les conditions qu'on connaît de la Centre-Manche, qui ne sont pas si simples que ça en termes de courant, vent, trafic et autres. Dans un second temps, on prépare les campagnes d'échantillonnage. Donc là, c'est vraiment un mode très logistique, terrain. On sollicite le matériel et les compétences qui vont bien. On réalise les campagnes dans le temps. Elles sont plus ou moins longues. Parfois, elles durent quelques heures. Parfois, plusieurs jours en continu. Et elles s'étalent évidemment sur toute la durée de campagne sur laquelle on doit travailler, en l'occurrence 2 ans. On récupère différentes données. Ça peut être des données purement numériques qui sont ensuite analysées par des équipes de data scientists et qui transforment ces données-là en résultats qu'on peut interpréter et fournir dans les rapports. Mais également, les données, on intègre aussi des échantillons, et on va en voir quelques belles illustrations sur des photos. Et une fois l'ensemble des données des campagnes recueillies, analysées et traitées, on fournit un rapport, même plusieurs rapports intermédiaires et rapports finaux, qui permettent de décrire l'état initial. Plus rapidement sur cette slide-là, donc on a 2 ans de campagne. Ça ne veut pas dire qu'on est pendant 2 ans non-stop en mer, mais pendant 2 ans, on réalise des campagnes. Ce qui est important à retenir sur cette slide-là, parce qu'il y a beaucoup de points, c'est qu'on travaille et dans la zone future du parc, mais également autour de la zone du parc. Et la deuxième chose qu'on a souhaité vous mettre en lumière sur cette carte-là, c'est montrer qu'il y a beaucoup de points. C'est-à-dire qu'on échantillonne beaucoup et partout. On pourrait toujours faire plus, mais c'est vrai qu'au regard de ce que nous, on constate sur d'autres projets, pour Ciné, en tout cas, on peut dire, c'est vrai que là, au niveau échantillonnage, on met le paquet. Parfois peut-être un peu trop, par rapport à ce que nous, on préconiserait, mais on est le bureau d'études. Et tout ça, c'est fait en concertation avec les sachants. On peut en citer notamment quelques-uns. C'est les bureaux d'études partenaires avec lesquels on travaille, qui sont locaux, qui connaissent la zone. Et c'était ça aussi qui était intéressant de travailler avec eux. Mais également l'IFREMER, qui est là dans tous les ateliers de travail, les réunions de travail et dans les décisions finales, et qui accompagne aussi ministère et DREAL dans les choix sur les stations. Alors on va essayer de dérouler succinctement, mais il y a eu un temps d'échange après pour poser des questions plus ou moins techniques. On essaiera d'y répondre au mieux. De balayer compartiment par compartiment. Le premier qu'on a voulu présenter, on regroupe finalement 2. C'est les aspects qui permettent de réaliser des campagnes pour caractériser le sédiment et caractériser les habitats benthiques. Donc tout ce qui va concerner le fond sous-marin ou le fond marin. L'objectif, c'est de déterminer la répartition, l'étendue et l'état écologique des habitats et de caractériser la diversité des communautés. Est-ce qu'on a les vidéos maintenant ou après? Ok. Donc, on a une courte vidéo. Pascal va pouvoir vous commenter. Pascal, donc, qui a réalisé les campagnes sur le terrain et qui va participer à l'analyse de ces vidéos. Bonsoir. Sur cette vidéo, on est à 40 mètres de profondeur au sud du parc, dans les zones les moins profondes, à 42 mètres de profondeur. Donc le ROV est au fond. L'éclairage, on le change en permanence pour arriver à avoir une bonne qualité. Identifier d'abord ce qu'on a comme substrat. Donc on voit ici qu'on a affaire à des gros cailloutis, des galets, des blocs, qu'on verra peut-être un peu plus tard. Donc on n'a pas affaire à une roche complètement en place, mais un substrat dur sur lequel on voit des tubes calcaires de verre, des tubes blancs qui s'installent sur les cailloux, des animaux coloniaux qui s'installent, qui se fixent sur un sédiment peu mobile, mais un peu mobile, et puis quelques espèces un peu plus grandes, comme cette araignée qu'on voit se déplacer. Sur les cailloux, on voit que d'autres structures, d'autres animaux végétaux peuvent s'installer. On voit des animaux coloniaux s'élever, un peu ramifiés, comme si c'était un peu des végétaux terrestres, mais c'est bien des animaux. Et vous voyez que la lumière, à cette profondeur, est un peu compliquée à gérer, donc il faut qu'on le fasse, faut tout le temps régler l'angle, la puissance des flashs pour arriver à avoir des bons rendus de la couleur et des structures qu'on observe. Donc on voit dès qu'il y a un caillou un peu plus grand que les autres, et il est colonisé par beaucoup d'animaux. Ici on voit des coraux mous installés sur la droite de l'image.
On voit d'autres animaux coloniaux plus ramifiés, des bryozoaires, des hydrozoaires installés un peu partout. Voilà. Et dans l'eau, on voit beaucoup de matière organique circuler en fonction du courant. Donc le courant était très fort sur cette zone-là. Quand on travaille au moment du milieu de marée, le courant est très fort. Donc c'est aussi une des grosses contraintes du travail. Pour aller observer ce qu'on a au fond de l'eau, il faut tenir compte de la marée, du courant. Il y a la deuxième peut-être, je ne sais pas. Non, voilà. Ça suffit, Pascal. Merci beaucoup. On a 24 heures de vidéo comme ça, si ça vous intéresse. Une autre campagne, autre compartiment sur lequel on travaille, c'est la qualité physico-chimique de l'eau. Alors, c'est relativement simple à expliquer. C'est essayer de caractériser comme l'eau minérale, comment est constituée l'eau d'un point de vue physico-chimique. Donc, on va s'intéresser à caractériser le milieu et regarder des paramètres comme la salinité, la température, les aspects plus biologiques ou chimiques comme les métaux, hydrocarbures présents sur la zone. C'est des campagnes qui sont intéressantes parce qu'elles sont relativement complètes. En tout cas pour les opérateurs qui réalisent les missions, elles sont rudes. On embarque à 2h du matin, on revient vers les 22h, et ceci 3 jours de suite, parce que mine de rien, 40 km des côtes, ça fait des temps de trajet assez importants. Et de ce point de vue-là, on est assez reconnaissant des équipes qui réalisent ce type de mission-là. Sur la photo, vous avez sur la partie droite un équipement dans ce qu'on appelle une rosette, en fait, qui est un équipement qui vient tout simplement permettre de fusionner plusieurs types d'instruments de mesure. On voit la partie grise attachée à 2 flotteurs, qui est une bouteille Niskin recouverte de téflon, qui permet de faire des prélèvements d'eau. On la voit moins ici. On a également une sonde multiparamètres puisque dans la même sonde, on a différents capteurs comme la température, la salinité, la conductivité et autres. Moi, j'aime bien l'histoire de la bouteille. Elle est merveilleuse. La bouteille, sur quoi? Sur le téléphone? Oui. Oui. C'est une bouteille qu'on a eu du mal à avoir. Hein. Oui. Elle vaut pas cher, mais elle vient de loin. Il faut que je raconte cette histoire-là. Très bien, merci de m'avoir prévenu. En 2-3 minutes pour après laisser la parole au public. Non, en fait, de manière à chercher à acquérir les paramètres indispensables et qui sont en tout cas demandés et proposés, recommandés notamment par l'Ifremer. La bouteille n'est pas simplement une bouteille Niskin, mais elle est recouverte, l'ensemble de la bouteille est recouverte de téflon. Ça, c'est important parce que sur l'ensemble des années qui vont suivre, l'ensemble des autres bureaux d'études, ou nous, si on est reconduit sur d'autres phases du projet, on devra réaliser les mêmes types de modes opératoires avec le même matériel. C'est des bouteilles qui viennent des États-Unis parce que trouver du téflon en Europe, même une bombe téflon pour recouvrir une bouteille Niskin, ça n'existe pas. Et pour tenir le planning qui est contraint, qui est serré pour le ministère, il y a un choix stratégique qui a été fait par le bureau d'études, c'est de chercher une deuxième bouteille en backup. On met plus de 3 mois à l'obtenir, notamment parce qu'aux États-Unis, actuellement, ils ont des ruptures folles de PVC. Donc tout ça, c'est des contraintes auxquelles on ne pense pas toujours et qui peuvent parfois aussi expliquer mais pourquoi c'est si long de construire un parc éolien. C'est que si la bouteille est casse et qu'on n'a pas de bouteille de remplacement, il y a déjà minimum 3 mois pour l'obtenir. Même un bouchon, parce qu'il y a 2 bouchons de chaque côté qui s'ouvrent, qui se referment. Voilà. Donc je perds du temps, Damien, à cause de toi. Notre campagne qu'on arrive à mutualiser, donc c'est-à-dire à réaliser en même temps que la qualité de l'eau, c'est les campagnes pour caractériser, identifier les communautés phyto- et zooplanctoniques, qui sont notamment avec le réchauffement climatique assez contraints au niveau de l'acidité des mers. Donc on suit l'évolution spatio-temporelle de ces communautés-là grâce à des doubles filets bongo qu'on voit sur la photo et qui permettent de caractériser l'ensemble via des prélèvements qui sont envoyés derrière des laboratoires qui est à Saint-Comté. Donc vraiment local. C'est important d'avoir ce laboratoire, pour la petite histoire, puisque les échantillons doivent être conservés dans des conditions de température bien précises. Et donc les temps de trajet peuvent réduire la qualité et de l'eau, mais aussi des peuplements phyto- et zooplanctoniques. Donc d'avoir un acteur local, c'est clé sur ce genre de sujet-là. Celle-là, je ne voulais pas en parler. Si, bien sûr que si. C'est la caractérisation donc, de tout ce qui est poisson, donc peuplement de poissons, céphalopodes et autres espèces d'intérêt halieutique.
C'est réalisé avec des pêcheurs sur un bateau de pêche, donc un chalutier qui est à Cherbourg, le Marie-Catherine II, pour ceux qui le connaissent, c'est les armements de Monsieur et Madame Leroy. On embarque plusieurs fois par an, 4 jours de suite. On réalise sur la carte 20 traits de chalut de 1 000 nautiques, de manière à caractériser, non pas juste dénombrer et compter le nombre d'espèces, mais de vraiment essayer de mettre en lumière les peuplements sur la zone. Donc il y a différentes photos. On voit sur la deuxième photo, en partant de la gauche en haut, un opérateur qui essaye d'identifier à partir de guides de référence une espèce. C'est un volume très conséquent, ça chôme pas, jour et nuit. Il y a quand même un peu de repos la nuit, ils ont de la chance. Parfois, on est amené, sur les 2 premières campagnes qu'on a réalisées, à ramener des échantillons, donc des espèces directement au siège, au bureau, et d'organiser des ateliers de travail en congelant évidemment les échantillons pour être sûr d'avoir la bonne dénomination de l'espèce. Donc on se regroupe avec des experts, c'est toujours des moments assez sympas. Et c'est des campagnes qui sont à enjeu. Et on remercie, Monsieur Leroy n'est pas là ce soir, mais on remercie de sa confiance, d'autant plus que ça se passe vraiment très très bien, ce type de campagnes qui sont importantes. 2 dernières slides. Le bruit aérien ambiant, on a 3 zones de mesure. Étretat, Bayeux et Barfleur. Donc c'est 3 stations de mesure. On installe des équipements que vous avez en haut à droite pour vous. On mesure pendant 6 mois sur 3 périodes différentes pour couvrir différentes saisons le bruit aérien ambiant, qu'il vienne du côté terrestre ou de la mer, auquel on soustrait évidemment tout ce qui est pollution de bruit, comme le vent. Et Dieu sait que sur la côte, ça peut polluer un échantillon. De jour comme de nuit, de manière à avoir un état initial qui représente le bruit sur la zone. Plus qu'une minute, 1 minute ou 2 avant de laisser la parole au public. On est parfait. La slide représente ici la caractérisation du patrimoine et du paysage. L'objectif, c'est de recenser évidemment les enjeux et patrimoniaux et paysagers présents dans l'aire d'étude. On a vu sur la carte présentée un peu plus haut que la zone se trouve au niveau des côtes normandes, autour des 40 km, 40 000 nautiques. La zone qui est étudiée dans notre marché va un peu plus loin, donc autour des 50-55 km, et vise à prendre en compte des enjeux et des facteurs qui sont plus ou moins forts, notamment tout ce qui est domaine lié au patrimoine de l'UNESCO, mais également tout ce qui est chemin ou site régulièrement fréquentés, connus sur la région, qu'ils soient historiques, touristiques ou autres. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, avant d'entamer la deuxième partie de cette réunion qui sera consacrée donc, au projet de raccordement au parc éolien, je vous propose d'ouvrir un premier temps d'échange avec vous. Alors, on va prendre les questions par série de 2-3. Je vous prie d'attendre qu'on vous donne un micro pour que vous soyez bien audible et qu'on puisse bien avoir l'enregistrement de votre expression. Et puis voilà à peu près pour les petites règles. Et merci de vous présenter également en tout début de votre intervention. Stéphanie, qui est en fond de salle, a un micro dans la main et vous le tendra si vous levez la main. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à le faire savoir. Et j'indiquerai à Stéphanie à qui donner la parole. Des questions, des avis? Monsieur, on vous tend un micro. Merci. Au début de votre présentation, vous avez parlé des aspects humains, vous avez parlé du trafic maritime et des pêcheurs. Est-ce qu'il y a aussi un chapitre navigation de plaisance? Merci. Une autre question peut-être? N'hésitez pas, hein, c'est un temps qui vous est dédié pour vous exprimer justement. S'il n'y a pas encore de questions, peut-être que ça va venir, mais on peut peut-être déjà passer à un premier élément de réponse. Donc je donne la parole à Damien Levallois de la DREAL Normandie. Donc les aspects de plaisance sont bien étudiés. Alors c'est vrai qu'au large c'est un peu plus difficile puisqu'il faut la seule manière de caractériser l'activité nautique au large, c'est quasiment que les AIS. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un transpondeur qui donne la position du navire, voir son angle de barre, sa vitesse, sa route.
Donc c'est la seule manière de caractériser finalement des routes d'utilisation de la zone pour la plaisance. Pour les navires marchands, c'est plus simple parce qu'ils sont forcément équipés, mais la plaisance n'est pas forcément équipée de cet équipement. Après, la distance est vraiment liée à la grande plaisance malgré tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec un permis, je dirais, premier permis et une petite embarcation, aller à plus de 6000 des côtes. Donc là, on est à 40 km, donc on va toucher plutôt des voiliers qui vont traverser, par exemple, ou de la grande plaisance. Mais dans les études sur le trafic au sens large, la notion de plaisance est bien traitée. Merci. Je me tourne une fois de plus vers vous pour savoir si d'autres personnes, madame. Oui, Arlette Savary, je fais partie de 2 associations environnementales, le Crépan et FNE Normandie. À propos des études environnementales, vous avez dit qu'elles vont durer 2 ans. Pour toutes les études, ou est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'il va y avoir des bilans intermédiaires avec diffusion des données que vous aurez déjà à des scientifiques, à des experts? Une autre question dans la salle ou directement monsieur au 2e rang? Bonjour, le groupe ornithologique normand. Avec toutes ces études, est-ce que vous avez des choses qui vous ont surprise au niveau des résultats? Voilà. Merci pour cette question. Une autre personne souhaite-t-elle s'exprimer ou on attaque directement les... Alors je vais vous les rappeler du coup. Je pense qu'à mon avis, il y a peut-être 2 niveaux de réponse. Il y a la réponse peut-être de l'Adréal Normandie, puis après peut-être aussi des compléments par le cabinet Ciné. Donc finalement, c'était de savoir sur ces 2 ans d'études environnementales, comment ça allait se passer. Enfin voilà, peut-être rappeler un petit peu comment vont se dérouler ces études-là et la temporalité de ces études. La deuxième question, c'était sur... je l'ai oublié. L'accès aux, ouais, tout à fait. L'accès aux données, s'il y avait eu des surprises, qui avaient donc été, s'il y avait eu des découvertes, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas dans le cadre de vos études, ou si vous attendez à des surprises. Voilà. Les surprises, c'est trop tôt. Bonsoir, monsieur. C'est trop tôt. Ma réponse, ça va permettre aussi de donner un élément à madame. Il y a 2 phases officielles, en tout cas, de partage des résultats. Au bout d'1 an de campagne et au bout des 2 ans de campagne. Donc c'est pour juin l'année prochaine, juin 2023, et puis 1 an après. Les résultats, on les reçoit avec des décalages par rapport aux campagnes. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la partie zooplancton, on a quasiment 6 mois presque de décalage entre le moment où les campagnes sont réalisées et la fourniture des résultats par le Muséum d'histoire naturelle. Pour d'autres types de campagnes, qualité de l'eau, les données sont directement accessibles en les téléchargeant depuis la sonde via des cartes mémoire, donc on peut tout de suite les voir. Elles sont parfois traitées, ces données-là, parce qu'elles nous servent pour définir certains ou affiner certains protocoles, définir au mieux certains emplacements de stations, notamment sur la partie qualité de l'eau. Je vous donne un exemple. Définir est-ce qu'on a une homogénéité attendue, connue ou pas de l'eau dans une partie de la colonne d'eau, donc sur toute la profondeur ou une partie de la profondeur. C'est des informations qui, même au bout de 3 mois, permettent de confirmer ce qui est pressenti, connu par les acteurs locaux, par les laboratoires scientifiques de la zone. Mais on est dans un cadre très réglementé. On ne se doit en tout cas parfois de valider ce type d'informations-là. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a, de mon point de vue, à ma connaissance, on n'a pas de résultats ou de choses qui nous ont surpris. Sur la question de madame, je ne sais pas si j'ai répondu clairement ou en partie. Est-ce que vous voulez que j'apporte un peu plus de précision, peut-être, Damien? Ouais, alors sur les 2 ans d'études, c'est vrai que c'est globalement 2 ans, mais tous les paramètres, par exemple sur le bruit aérien, comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est que 6 mois. C'est pas forcément sur l'ensemble des 2 ans. Et puis d'autres paramètres, je pense à la pêche, c'est sur 2 ans par exemple, mais c'est en fonction des compartiments.
Sur l'accès aux données, tout sera public à la fin des études. On a bien sûr les rapports intermédiaires sont publiés. Donc Ciné commencé ses études en mer en juin, mais Biotope, l'autre cabinet, avait commencé dès septembre l'année dernière. Donc on a les premiers rapports intermédiaires qui arrivent. Tout à l'heure, quand je faisais voir les cartographies sur la télémétrie, c'est les premières données qui sont arrivées la semaine passée, qui sont en cours de relecture avant d'être publiées sur le site internet. Mais tout est mis directement en ligne, tous les rapports intermédiaires. Alors après, voilà, on a essayé aussi sur quelques rapports intermédiaires de faire des documents communicants pour vulgariser. Mais c'est assez difficile finalement de faire passer ces sujets, puisqu'on peut lire ces rapports un peu de toutes les manières finalement. Alors je pense à celui du suivi oiseaux ou mammifères marins qui se fait par bateau, qui se fait par avion. On voit des tâches d'oiseaux, finalement, un nombre d'oiseaux par secteur, mais est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Ça ne le dit pas, finalement. C'est pour l'instant de l'analyse brute. Donc voilà, et ça ouvre toute interprétation. C'est pour ça que c'est un peu difficile. Alors on s'engage à les rendre publics, mais finalement, il y a cet aspect de dire comment est-ce que ça va être perçu, comment ça va être analysé, puisque c'est juste de la donnée locale, et on ne voit pas ce que ça représente par rapport à une échelle beaucoup plus large. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être sur cette première partie de la réunion, donc à la fois des questions sur l'état d'avancement des projets de parcs éoliens en mer, ou d'autres questions peut-être relatives donc, aux études? Monsieur, au deuxième rang, on vous apporte un micro tout de suite. Jean-Pierre Clave, du groupe ornithologique normand. Si j'ai bien compris, cette phase de 2 ans d'études concerne le parc Centre-Manche 1. Est-ce qu'elle va être reconduite sur 2 années supplémentaires pour le parc Centre-Manche 2? Merci. Une autre question pour compléter celle-là ou sur un autre sujet? Peut-être plus sur le projet, l'état d'avancement du projet ou d'autres questions pour compléter le sujet environnemental? Sinon, je me retourne vers la tribune. Oui. Est-ce qu'il y a un cumul du coup oui, donc en fait, on fait les études sur l'ensemble de la zone. C'est-à-dire qu'on a fait évoluer nos marchés publics qu'on avait passés pour pouvoir faire toute la zone, puisque le second projet est arrivé alors même qu'on avait déjà lancé nos marchés. Donc on a fait évoluer, on fait sur les 500 km², même si à la fin on n'utilise que 400. Et vous voyez de toute façon, même si ça avait été sur Centre-Manche 1, il y a aussi le périmètre élargi. Donc finalement, rajouter ces quelques centaines de kilomètres, ça fait beaucoup de points en plus. Mais voilà, donc on a fait le choix de tout faire en une seule fois et de faire évoluer ces marchés publics. Merci. Une nouvelle fois, n'hésitez pas, on a vraiment le temps d'échanger, de prendre vos questions pour que vous puissiez y avoir des réponses. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main. Sinon, si on a déjà épuisé les questions sur le sujet environnemental et sur l'état d'avancement des projets de parcs éoliens en mer, en zone Centre-Manche, on peut peut-être enchaîner sur la suite. Mais voilà, dernier appel à questions, n'hésitez pas. Je ne vois qu'aucune main se lève, donc je vais directement peut-être inviter donc, RTE avec Pierre Secato et Emmanuel Caruso donc, en tribune. Alors vous pouvez rester en tribune si vous le souhaitez, ou à vous de voir. Bon, voilà, comme ça on libère un siège, ça sera parfait puisque 2 personnes arrivent. Et l'idée, après, s'il y a d'autres questions qui viennent par la suite, il y aura un deuxième temps d'échange. Donc, si vous voulez re-questionner la question environnementale, on pourra y revenir. Donc, je donne la parole directement donc, à Pierre Secato et Emmanuel Caruso sur une présentation concernant le projet de raccordement de ces projets éoliens en mer. Bonjour, donc je suis Pierre Secato, responsable de projet chez RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. On peut passer à la slide suivante. Alors, je vais faire d'abord un tout petit mot sur qui est RTE, quelle est notre mission. On réalise une mission de service public qui est d'assurer à tous et à chaque instant l'accès à l'énergie électrique. Donc, pour réaliser cette mission, il s'agit déjà de savoir prendre conscience, mais on le sait déjà tous, mais l'énergie électrique ne se stocke pas.
Donc on a une branche d'entreprise, l'exploitation, qui permet de mettre en relation les producteurs d'énergie électrique et les consommateurs, les zones de consommation. On le fait donc à travers le réseau de très haute tension, à travers son exploitation, et aussi à travers des interconnexions avec les pays européens qui nous entourent, donc pour assurer à chaque instant donc, cet équilibre entre l'offre et la demande. On a une deuxième branche d'entreprise qui a pour mission d'entretenir ce réseau, donc c'est la maintenance. Ça permet d'assurer que ce réseau fonctionne tout le temps, quelles que soient les conditions de vent, de temps, conditions extérieures, et aussi pour faire face à l'usure de nos matériels, l'usure liée au temps qui passe. On a une troisième branche active dans l'entreprise qui est l'ingénierie, dont nous faisons partie, qui a pour mission de développer le réseau pour raccorder les nouveaux producteurs, comme ça va être le cas ce soir pour des parcs éoliens en mer, mais aussi pour raccorder de nouveaux consommateurs lorsque les villes, par exemple, s'agrandissent ou que des data centers sont implantés autour des villes. Il y a une quatrième branche d'entreprise qui commence à être connue, qui est une branche de conseil auprès des services de l'État. On a pu produire un document sur des futurs énergétiques possibles d'ici 2050, qui ont permis d'irriguer la réflexion sur le mix énergétique à venir qui pourrait être souhaitable, en tout cas réalisable pour la France. Et aussi, vous entendez parler de nous maintenant pour cet hiver, passer l'hiver, comment faire, quels sont les bons gestes à avoir, quels pourraient être les bons gestes à avoir des fois que la production électrique soit insuffisante par rapport aux besoins, notamment en cas de grand froid. Et donc on vous invitera à installer l'application EcoWatt qui permettra à tout à chacun de faire les bons gestes si nécessaire. Alors, je vais pas revenir sur cette image-là, vous la connaissez, enfin, ça a été présenté, on l'a pas mis en image déjà tout à l'heure ? Non, on l'a pas mis en image. Bon, ça c'est l'image qui permet d'illustrer la zone centre-manche dont on n'arrête pas de vous parler en permanence, dans laquelle les deux parcs vont être installés. Donc vous avez la zone centre-manche 1 et la zone centre-manche 2. Vous voyez partir vers la Manche un premier de traits qui représente un fuseau de moindre impact. C'est un espace géographique dans lequel nous, RTE, nous allons étudier des possibilités pour implanter nos ouvrages électriques de raccordement. Donc ça arrive précisément sur la commune de Saint-Marcouf à terre. Et ça passe près de Valognes pour arriver jusqu'au point rouge qui est situé sur la carte qui s'appelle Menuel. C'est un poste électrique, 400 kV. Et c'est à cet endroit-là que le raccordement va rejoindre le réseau terrestre existant. Ça, c'est pour le premier raccordement. Ce fuseau a été défini en début d'année dernière. Et maintenant, donc si on regarde le deuxième parc, Centre-Manche 2, qui se trouve un tout petit peu à l'est du premier, on a entamé ce travail de définition de fuseau de la même manière pour rejoindre ce coup-ci le poste électrique de Tourbe qui se trouve au sud de Caen. Alors, ce qu'on peut même vous dire en termes d'actualité, c'est que cet après-midi même, on était en réunion avec une partie d'entre vous, en présence de monsieur le préfet Thierry Mosiman du Calvados, pour valider l'aire d'étude, donc une zone géographique plus petite, beaucoup plus petite que celle qui est à l'écran, pour continuer à travailler. Et on a effectivement pour objectif de définir un fuseau de com pour la Manche d'ici le mois de février pour avancer dans nos échanges. Et donc on va même vous présenter les fuseaux ce soir, en avant-première. Alors je passe la parole à mon collègue Emmanuel Caruso qui va vous présenter les ouvrages du raccordement. Donc, pour assurer ce raccordement, le premier ouvrage qui va être nécessaire, c'est l'implantation d'une station de conversion en mer et d'un poste électrique en mer qui seront regroupés sur une plateforme qui a des dimensions type de 70 mètres par 70 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, en fait, c'est un cube qui va accueillir l'ensemble des équipements électriques, notamment les transformateurs, qui sont nécessaires à convertir le courant alternatif des éoliennes en courant continu, puisque c'est la technologie qui a été retenue pour assurer ce raccordement. Donc voilà, là vous en avez un photomontage, donc il n'y en a pas encore de construite, ce sera fait très prochainement, mais pour le moment en France on n'en a pas encore. Dès lors qu'on va quitter cette station de conversion, on va venir implanter une liaison sous-marine, toujours en courant continu, donc un pôle plus, un pôle moins, donc deux câbles qui sont rassemblés tels que vous pouvez le voir en fagot, en fait, en bundle. Ces deux câbles, il faut se représenter ça un peu comme les batteries d'une voiture, donc le pôle plus, le pôle moins, c'est le même fonctionnement. Ils seront préférentiellement ensouillés, ce qui est la technique préférentielle la moins impactante, ensouillés à environ 1 mètre de profondeur, donc sous le sol sous-marin.
Tout dépendra après de la dureté du sol. Si jamais le sol est trop dur, on pourra envisager des techniques de protection du câble par enrochement, par matelas béton ou par coquille en fonte. L'idée étant bien de protéger l'ouvrage au maximum, mais également d'assurer qu'on puisse continuer toute activité au-dessus, notamment le chalutage. Donc ça n'empêchera pas, dans tous les cas, de poursuivre l'activité de pêche au-dessus de ce câble sous-marin. Ce câble sous-marin, donc, il va faire la jonction avec le câble souterrain à l'atterrage. Donc, ça va nécessiter l'installation d'une chambre de jonction qui sera un ouvrage maçonné souterrain, invisible après travaux. Ça, c'est le point important. Cette chambre de jonction, elle va nécessiter en fait une zone, typiquement un parking ou une zone déjà aménagée par l'homme, qui va accueillir notamment donc les équipements de chantier que vous pouvez voir sur les deux images présentées ici. L'image de gauche étant une technique de génie civil classique qui consiste à ouvrir une tranchée sur l'ensemble du bord de mer, plage et estran pour implanter donc cette liaison sous-marine jusqu'à la jonction d'atterrage que vous pouvez voir, où en fait sont soudés les deux câbles ensemble, notamment chaque section, chaque portion, chaque couche de ce câble sont soudées ensemble. Donc c'est une opération qui est maîtrisée, mais qui requiert tout de même un peu de technicité, qui est un petit peu longue. Donc c'est pour ça que ce chantier d'atterrage peut prendre plusieurs mois. La seconde technique que vous pouvez voir à droite, c'est celle qui a été mise en place notamment pour l'interconnexion France-Angleterre IFA2 à Merville-Franceville, qui est une technique en forage dirigé. Tout simplement, on va venir en fait faire un sous-œuvre qui va nous permettre de franchir l'estran sans impacter donc bien sûr les éléments environnementaux et l'activité nautique au niveau de l'estran. Donc la chambre d'atterrage qui est implantée, elle a des dimensions également assez typiques de 20 mètres de long par 6 mètres de large et 3 mètres de hauteur, et elle est implantée en plus d'1 mètre sous le sol. Dès lors donc qu'on quitte cet atterrage, là on passe bien en liaison souterraine, on aura 30 km. Donc là c'est l'exemple entre le site d'atterrage et le poste électrique de Tourbe à Bellangreville, mais c'est à peu près le même ordre de grandeur pour le projet Centre-Manche 1, qui lui, donc l'atterrage sera effectué à Saint-Marcouf, et on aura à peu près 30-35 km à parcourir pour rejoindre le poste électrique situé à l'Étang-Bertrand. Donc c'est deux câbles, c'est le même principe que la liaison sous-marine, un peu le plus, un peu le moins, deux câbles. Donc là, vous pouvez en voir une tranche. Ce qui compte, c'est l'âme métallique, donc le petit point en 1, qui sera soit en cuivre, soit en aluminium. Tout cet élément-là sera plutôt défini au niveau de l'appel d'offres câble, donc qui vient plus tard. Dans tous les cas, ces deux câbles, ils ne sont pas implantés directement dans la terre. On va d'abord venir implanter des fourreaux sur des tronçons d'environ 1 km. En fait, la distance entre les tronçons dépendra des efforts de tirage. C'est-à-dire que plus on viendra faire des virages à notre câble, plus on va appliquer un effort dessus, ce qui nous forcera à faire des tronçons plus petits. Donc ces tronçons, si on prend 30 km, on peut présumer qu'il y en aura environ une trentaine, une quarantaine. Ils sont raccordés entre eux donc par des jonctions, qui sont des ouvrages maçonnés de dimension d'environ 12 mètres de long par 2,5 mètres de large. L'ensemble reste souterrain. Donc ces chambres de jonction, c'est là qu'on va venir pour chaque tronçon opérer donc une soudure entre l'ensemble des éléments que vous pouvez voir. Donc c'est également une opération qui pourra prendre un petit peu plus de temps. Donc ces chambres de jonction resteront ouvertes éventuellement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pour ça qu'on va chercher à les implanter préférentiellement dans des accotements, dans des entrées de champs, en tout cas pas sous les routes, pas sous les chaussées. On ne va pas venir bloquer une route pendant plusieurs mois, ce qui est la question qui vient naturellement quand on présente ce type d'ouvrage. Je précise une chose, c'est que étant donné qu'on travaille par tronçon, on peut tout à fait adapter notre planning de chantier. On n'est pas nécessairement obligé de commencer à l'atterrage et de finir à la station de conversion au poste électrique. On a plusieurs équipes qui peuvent travailler en même temps sur différents tronçons. Ça nous permet notamment d'adapter notre planning de chantier aux cultures ou alors aux périodes touristiques les plus favorables pour éviter par exemple d'intervenir l'été sur la côte. C'est tout à fait envisageable. Quand on travaille sous chaussée, on va avoir des vitesses d'avancée, donc il va falloir venir casser la chaussée, creuser. Donc là, c'est une tranchée qui fait environ 2 mètres de large par 2 mètres de profondeur. Les fourreaux sont implantés en fond de fouille. Tout ça, ça nous prend à peu près, on avance d'environ 50 à 100 mètres de long par semaine quand on est sous chaussée. Ensuite, on vient reboucher, refaire la chaussée au-dessus. Et puis ensuite, on vient dérouler bien plus tard, éventuellement, depuis les ouvrages maçonnés.
Quand on est en terrain agricole, là, donc on implante directement les fourreaux en pleine terre et on avance un petit peu plus vite, plutôt de l'ordre de 200 à 300 mètres par semaine, donc le chantier est plus court. Quand on est en technique sous chaussée, là, on vient enrober l'ensemble dans le béton, ce qui permet de s'assurer notamment que la chaussée ne s'affaissera pas après notre passage. C'est quand même bien l'idée, c'est de restituer la route telle qu'on l'a trouvée, voire même mieux. Donc là, vous avez un exemple de déroulage, justement, avec une chambre de jonction. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce chantier de déroulage, il nécessite l'apport notamment du touret que vous voyez là, qui fait entre 30 et 40 tonnes. Donc ça nécessite quand même un terrain qui a une certaine capacité de portance. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire n'importe où. Donc on va chercher à les implanter, comme je disais tout à l'heure, plutôt dans des accotements un petit peu en dur, ou voilà, sur des terrains qui peuvent supporter quand même ce type de chantier. Et le dernier ouvrage, donc, qui sera finalement le seul ouvrage visible à la fin de notre chantier, c'est la station de conversion, donc, qui sera là, située à côté du poste électrique de Tourbe, que vous pouvez voir donc, à Bellengreville. Donc là, typiquement, on n'a pas beaucoup de solutions. On envisagerait plutôt de le positionner sur le bord supérieur droit de l'écran. Et en fait, voilà, on n'a pas... C'est l'implantation envisagée, même si aujourd'hui, on cherche des implantations potentielles. Ce sera le même cas pour le poste électrique qui est situé à la commune de l'Étang-Bertrand. On cherchera à l'implanter le plus près possible en fait, du poste. Cette station de conversion, donc, elle va nécessiter un terrain d'environ 4 à 5 hectares. Une partie de ce terrain, donc, il y aura un bâtiment qui sera implanté dessus. Ce bâtiment, il fera environ 20 mètres de haut. Pourquoi environ 20 mètres de haut? Tout simplement parce qu'il y a des ouvrages électriques qui sont situés à l'intérieur et qui viennent nous contraindre. Donc cette hauteur voilà, nous, on est contraints par les ouvrages électriques qui sont à l'intérieur, notamment les transformateurs, qui prennent un petit peu de place. Voilà ce que je pouvais dire sur la station de conversion. Donc l'achat, voilà, ça nécessitera l'achat du terrain en question. Si vous voulez, effectivement, on peut faire, la présentation étant assez riche en informations, on peut faire déjà peut-être un premier tour d'échange avec vous. Sinon, on poursuit et peut-être que d'autres questions viendront par la suite. A priori, pour l'instant, pas de questions. Je vous propose de poursuivre et on fera un temps d'échange un peu plus tard. Parfait. Alors du coup, on va vous présenter l'aire d'études et les fuseaux en cours d'études. Alors pour ce qui est de l'aire d'études, vous avez d'abord à gauche l'image que vous aviez précédemment avec l'aire d'études, la zone d'études globale dans le Calvados. Et ce que vous avez à droite, c'est l'aire d'études qui a été validée cet après-midi, donc resserrée. Et on va regarder principalement la partie terrestre. La partie maritime, on peut la regarder, mais ce soir, on pense plutôt vous présenter la partie terrestre. La partie terrestre, ça se caractérise par une zone d'atterrage réduite entre Ouistreham, donc ici, enfin juste de l'autre côté. Du canal, jusqu'à Hermanville-sur-Mer. Donc c'est 3 communes qui sont concernées, Ouistreham, Colleville, Montgomery et Hermanville-sur-Mer. Donc c'est le front retenu pour l'atterrage. Et ensuite, il s'agit de descendre quasiment tout droit jusqu'à la commune de Bellengreville, la commune qui accueille aujourd'hui le poste électrique de Tourbe. Pour ce faire, il s'agit de franchir le canal, l'Orne, et trouver différents chemins pour y parvenir. C'est ce qu'on va appeler des fuseaux. Alors, juste avant de les présenter, donc je peux vous dire, vous allez recevoir, vous, et puis vous administrez, on va émettre on émet ce qu'on va vous présenter là, va arriver dans les boîtes aux lettres. Il y aura une consultation à la fois papier, parce que ce sera possible de répondre avec des coups pontés, mais aussi de consulter sur Internet les informations et y répondre aussi direct, y participer avec des commentaires sur Internet. On recevra les questions, les remarques, on y répondra, tant en numérique que, alors quand ce sera les coups pontés, on fera part des coups pontés, puis on y répondra en numérique aussi. Donc c'est des informations qui vont arriver. Alors la consultation, on a mis jusqu'au 18 décembre. On pensait la commencer lundi. On a un petit problème de transmission des papiers dans les boîtes aux lettres. Ça va sûrement arriver un petit peu plus tard. Et sur Internet, on étendra la consultation jusqu'à Noël. Après, voilà, il faut quand même donner une fin à cela. Donc ce sera possible de revenir vers nous si vous en avez besoin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vous présenter les hypothèses de travail que l'on a. Et donc c'est ce qui sera présenté aussi dans les flyers.
Donc en termes de sites d'atterrage, comme on a dit tout à l'heure, ce qu'on cherche, c'est des zones déjà remaniées par l'homme et aussi des secteurs suffisamment larges pour accueillir une zone de chantier. Ce n'est pas tant la chambre de jonction qui prend de la place que l'espace chantier nécessaire autour pour travailler en toute sécurité. Donc vous avez d'abord un premier site d'atterrage qui a été identifié pour un atterrage possible à Hermanville-sur-Mer. C'est un tout petit parking entouré d'habitations. Faut savoir que c'est quand même des travaux qui vont durer entre 6 mois et 1 an. Il y a aussi une école de voile, donc on est déjà rencontré, on a déjà avancé sur la caractérisation du lieu. L'idée, quand on va parler de FMI, de fuseaux, c'est des fuseaux de moindre impact, donc on va comparer différentes solutions pour retenir celle qui, objectivement, semble présenter le minimum d'impact, tant sur les individus sociétaux que sur l'environnement ou sur les différents gènes occasionnés. Donc il y a un site, donc celui-ci. On a identifié avec le maire de Colville-Montgomery du coup un parking qui est un peu plus grand. C'est sur une plage du débarquement. On a avec la statue associée. Et aussi entouré d'habitations. De toute façon, il faut être clair, sur les côtes du Calvados, où que l'on regarde, ce sont des côtes qui sont très très bâties. Donc la zone en site vierge n'existe quasiment pas, ou quand elle existe, c'est une zone protégée, environnementalement protégée. C'est pas forcément plus favorable pour l'accueil d'un ouvrage industriel. Notamment, on aura écarté les sites en cours de classement des falaises en cours de classement. Donc ça nous a mené aussi, donc en discutant, à rencontrer le maire de Ouistreham et ainsi que le port normand, anciennement port normand associé, pour identifier un troisième site globalement. Alors ça pourrait être aussi plus les plages de Ouistreham, mais plus précisément là au niveau du polder industriel, là où on voit une zone verte. En fait, c'est un délaissé résultant des travaux d'installation du polder, de l'agrandissement du port. Et donc cette zone-là, on la regarde aussi pour en jauger à la fois les intérêts techniques, est-ce que c'est valable d'arriver là, mais aussi pour évaluer le niveau de gêne que cela occasionnerait, ou au contraire de pertinence, si c'était pertinent d'arriver là. Donc évidemment, pour les riverains vous tous qui allez recevoir les formulaires pour donner votre avis, vous ne pouvez pas avoir un avis sur tout, mais vous pouvez avoir des avis précis, notamment sur ce qui vous environne. Et si vous avez aussi des points d'attention à nous partager, nous, on sera très preneurs parce qu'on cherche à collecter le plus d'informations pour faire le choix le meilleur, le plus éclairé possible. Donc ça, c'est pour les sites d'atterrage. Donc c'est ce qui conditionne le point d'ancrage à la Terre. Et ensuite, donc là, c'est moins précis, parce qu'après, on va parler de fuseaux, vraiment, pour le coup, pour rallier le poste de tourbe. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est en bleu, c'est des grandes idées de cheminement possible. Vous retrouvez les 3 points que je vous ai présentés sur Hermanville-sur-Mer, Colville-Montgomery et Ouistreham. D'une manière générale, on essaie d'utiliser les voies et les routes les plus larges possibles. Un ouvrage de 2 mètres de large à implanter, c'est assez large. En fait, on essaie aussi de passer le plus possible, quand c'est possible, sur des chemins agricoles ou des pistes cyclables. Donc ça reste à voir. Donc ça veut dire que si vous, de votre côté, vous identifiez des choses, alors on a déjà fait de chemin avec pas mal de maires, ce qu'on présente là, c'est pas une idée qui sort de nulle part, mais s'il y a des choses qui apparaissent, des idées qui semblent intéressantes à creuser, c'est aussi l'objet de cette consultation, de pouvoir aller un peu plus loin. Donc là, vous avez différents tracés, donc qui prennent les grandes routes principalement. Donc là, on va s'arrêter un tout petit peu plus là, pour définir pourquoi on a mis un grand aplat bleu. C'est pas du tout un tracé, ça devient une zone. C'est qu'à un moment donné, il va falloir traverser l'Orne et son canal. Donc on regarde différents secteurs. On descend en fait jusqu'au pont de Colombelle, qui va être en reconstruction dans quelques années. Mais en particulier au niveau de Bénouville, c'est un secteur où il y a un pont très connu. Et donc on va pas forcément travailler au niveau de ce pont-là. Mais il y a des modalités de traversée que l'on sait être possibles, mais dont la technicité s'avère quand même d'un niveau de complexité assez élevé. Donc on regarde plus précisément techniquement ce que cela représenterait dans ce secteur-là, en discutant notamment avec Port de Normandie, qui a des projections pour faire évoluer le canal, la profondeur du canal. Donc nous, ça contraindrait les modalités de traversée si on devait passer par là. D'où un aplat plus grand, puisque finalement, ce n'est pas une route qui est concernée, mais ce serait un passage en sous-œuvre, donc en forage dirigé, par exemple. Et là, vous avez la 3e partie des fuseaux. Donc ça nous amène, donc là, vous retrouverez, si vous regardez tout en bas, il y a le poste électrique de Tourbe qui est représenté. Tout en haut, c'est une route départementale. Donc c'était que j'ai pas détaillé tout à l'heure, parce que là, pour le coup, ça fait un peu une évidence. Il y a une route large, peu encombrée, qui permettrait de faire des travaux avec une gêne
objectivement minimiser, parce qu'on ne bloquerait pas non plus la circulation. Par contre, quand on descend, il faut qu'on traverse l'autoroute, il faut qu'on traverse les voies SNCF, ce qui sont des obstacles évidemment importants pour un réseau linéaire qu'on ne peut pas couper. On ne peut pas s'arrêter juste avant l'autoroute et reprendre juste après. Il faut trouver une manière de franchir. Donc c'est ce qui donne lieu finalement aux multiples tracés que vous voyez apparaître à l'écran. On a pris connaissance, on a regardé notamment, on regarde actuellement s'il est possible d'exploiter le chemin de Ferminier, aujourd'hui piste cyclable, qui dispose d'un certain nombre de ponts permettant de passer au-dessus des voiries. C'est intéressant, mais pour lequel il manque aussi un certain nombre de ponts qui empêchent de passer de même au-dessus des voiries. Donc il y a des plus, il y a des moins. On discute avec on a rencontré aussi les maires pour discuter de l'opportunité de passer sur cette piste cyclable plutôt qu'ailleurs. Et du coup, on nous a fléché d'autres chemins. On nous a fléché notamment donc, un peu plus à l'ouest, avec une route en cours de construction et puis une route déjà construite pour donc s'éloigner un petit peu de Solier, donc en restant à proximité de cette piste cyclable. Et on nous a aussi fléché une route qui est un peu plus directe. Mais du coup, c'est une route qui passerait par, alors on voit pas tous les noms là, mais bon, donc entre Solier et Frénouville, qui passerait par la Hogue, juste avant d'arriver au poste électrique. La Hogue, c'est le point qui n'est pas représenté, mais c'est là où, à peu près là où il y a écrit D89, un tout petit peu à gauche. Donc c'est un chemin direct. Évidemment, il y a aussi des chemins possibles, il semblerait qu'il y ait des chemins possibles à travers les champs. Donc de même, ce qu'on met là, c'est des grandes pistes de réflexion. À nouveau, elles sont bien réfléchies quand même, mais on est tout à fait ouvert à apporter d'autres réflexions encore. Voilà. Et donc l'arrivée sur le poste électrique, là, il n'y a pas le choix. Il faut bien arriver là. Par contre, tous les chemins doivent arriver à Tourbe à la fin. Alors, lorsqu'on arrive au poste électrique, le dernier élément à placer, c'est la station de conversion. Donc les 4, 5, 6 hectares de stations à poser. Aujourd'hui, on va chercher, donc là où il y a le plus de place, c'est ce qu'a indiqué M. Caruso, on va regarder en fait à proximité immédiate du poste où implanter cette station de conversion. Donc on fera grosso modo, là, on peut faire un cercle de 500 mètres, 1 km de diamètre. On ne s'éloignera pas à plus d'1 kilomètre, ça c'est sûr et certain. Et après, il faut tenir compte de tous les projets qui prennent place dans les environs, aujourd'hui et demain. Et donc là, ce n'est pas représenté à l'écran, mais on a connaissance d'un prolongement de l'A813, donc du grand contournement sud de Caen, qui prendrait place et qui passerait aussi à proximité immédiate du poste électrique, donc qui pourrait être une contrainte très forte. Donc ce n'est pas représenté à l'écran, mais donc on en tiendra compte dans la définition 2. Et donc objectivement, on va chercher un poste sur le plus près possible, une parcelle le plus près possible du poste électrique présent déjà à l'écran. C'est ce qu'on appellera l'emplacement de moindre impact. Voilà. C'est bon. Donc du coup, nous arrivons donc à ce deuxième temps d'échange avec vous. C'est bon pour vous, du coup? Ok, super. Donc si vous avez des questions concernant le projet de raccordement, n'hésitez pas, la parole est à vous. Même principe que pour le premier temps d'échange, on vient vous tendre un micro. Je vois que monsieur derrière souhaitait intervenir. Merci. Et vos câbles ne peuvent pas remonter l'Orne jusqu'au maximum pour avoir un atterrage en pleine campagne? Merci. Une autre question par rapport à ce projet de raccordement? N'hésitez pas. Monsieur, deuxième rang. Sur l'arrivée du câble au niveau de Ouistreham, d'après votre dessin, vous avez prévu de le faire passer dans une zone de dune qui elle-même est une mesure compensatoire de l'extension du parking ferry. Donc, a priori, c'est quand même difficile de refaire des travaux dans une zone de mesure compensatoire. Merci. Une troisième question ou monsieur juste à côté pour la troisième question avant de redonner la parole à la tribune? Oui, ce que j'aurais aimé voir aussi dans les schémas que vous proposez, c'est quelles sont les différentes zones protégées qui existent autour de tous ces fuseaux. On a l'impression là que tout est nickel. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments que vous connaissez qui vont vous perturber. Si on avait pu les avoir à l'écran, en même temps, ça aurait été plutôt sympathique, enfin, entre guillemets.
Je vous donne la parole du coup RTE pour Oui, ces 3 questions, remarques. Bon, je vais commencer par la dernière. En fait, donc là, on est quand même au début, c'est la première présentation des fuseaux que l'on fait finalement au public. C'est une démarche qui n'est pas banale. En général, on fait d'abord tout le travail avec les élus, représentants d'associations, les mairies, avant de... Même on ne présente pas ça au public. Voilà. Donc là, c'est un peu à l'envers. Et ce que vous demandez, c'est exactement ce qui sera présenté en réunion de concertation en présence de monsieur le préfet, où on aura des tableaux multicritères qui reprend tous les critères auxquels on peut penser, et ce sera adossé à un dossier de concertation de même nature que ce qui a été donné pour définir l'aire d'étude, mais en plus complet, puisque ça va venir caractériser plus finement des fuseaux. Donc ces éléments-là, vous avez raison de les demander, et ça fait partie des éléments qu'on rendra aussi publics à l'occasion quand on les aura produits. Voilà. Alors pour revenir sur la question qui a été posée sur les câbles, est-ce qu'on ne peut pas remonter à travers le canal ou un fleuve en général, enfin, pour arriver le plus loin possible dans les terres sans finalement perturber l'activité terrestre? C'est entre guillemets la fausse bonne idée, mais c'est l'idée qu'on a tous quand on commence à prendre ce type de projet en main, c'est qu'on aimerait bien, d'autant qu'on fait déjà des kilomètres et des kilomètres en mer, pourquoi pas en faire quelques-uns de plus et puis se rapprocher le mieux possible de l'arrivée. En fait, il s'avère déjà qu'à rentrer dans un port, juste ça pose des problèmes des problèmes de gestion et des problèmes, ça génère des impacts sur le fonctionnement local, l'activité locale qui sont majeurs. On n'entre pas dans un port comme ça. Il faut voir que les navires que l'on emploie, navires câbliers qui sont employés pour ce type d'ouvrage, sont des navires conséquents qui nécessitent un demi-mille nautique de zone tampon autour. Donc ça bloque, en fait, ça bloquerait totalement l'activité du port pendant une durée significativement longue qui est pas vraiment conseillée ou en tout cas pas recommandée. Et d'autre part, en fait, ça c'est d'un point de vue activité technique, activité économique. Après, il s'avère que mettre un câble dans un canal, c'est pas non plus forcément recommandé au vu de l'activité qui prend des places dans le canal. Là, on aurait une contrainte, en fait, il y aurait un risque d'agression forte sur le câble, ou le câble deviendrait une contrainte forte pour l'activité dans le canal. En fait, c'est pas vraiment compatible. Donc c'est souhaitable en théorie, en pratique c'est source de problèmes non vraiment solvables, alors que finalement faire des travaux de voirie, c'est-à-dire installer un réseau sous chaussée, c'est ce qu'on fait tous les jours pour que ce soit, quels que soient les réseaux en fait. Là c'est des travaux standards. Alors, pour l'enregistrement, monsieur, Alors, donc vous dites qu'il n'y a aucune activité dans l'Orne et que ça serait donc du coup moins dérangeant. Voilà. Bien ça. Alors, là, présentement, si on regarde spécifiquement ce qui se passe entre le canal et l'Orne, le canal a été très fortement remanié, et donc lui, il est quelque part presque compatible avec, en termes d'usage, avec une activité industrielle. L'Orne, de son côté, est en cours de renaturation, c'est-à-dire de remise à l'état naturel. Là, il est très fortement déconseillé de venir y remettre des ouvrages industriels à ce jour. Voilà. Mais c'était peut-être ce que vous aviez en tête en posant la question. Il y avait une autre question sur l'atterrage. L'atterrage dans une zone qui serait des mesures compensatoires d'un autre projet. Tout à fait, voilà. Alors donc sur ce qui est donc de la zone verte qui est présentée à l'écran, en fait nous donc le fait déjà de passer dans une zone dans une zone de compensation, il serait pas acceptable a priori qu'on vienne mettre en péril la compensation qui serait apportée par l'autre projet. En l'occurrence, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on va étudier les impacts du projet que l'on porte. Donc, ça va consister présentement en la réalisation d'une tranchée qui sera refermée à l'avenir. On viserait plus précisément le chemin, qui se voit déjà à l'œil sur cette image-ci, dans la mesure où on a besoin, nous, de maîtriser la hauteur de sédiments qui aurait au-dessus de notre ouvrage. Nous, c'est pour en assurer finalement le bon fonctionnement. Donc on va se mettre sur l'endroit qui de toute façon va être entretenu, qui va devoir être entretenu quoi qu'il arrive. Donc bon, ça c'est pour la notion de est-ce qu'il y a une contradiction évidente? Il n'y en a pas. Et en revanche, la question qu'on a été amené à se poser, c'est quel est le devenir de cette zone? Est-ce que c'est pertinent de se mettre dans une zone qui semble être une zone verte, oui ou non? Et donc c'est ça qu'on va aussi étudier plus précisément. Et donc ça dépendra aussi du devenir de la qualité de cette zone-là, bien sûr. Donc ça fera partie des critères environnementaux, donc ce coup-ci pas sociétaux humains, mais environnementaux associés à cet atterrage-là. Merci. Nous pouvons passer encore le micro. N'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez des compléments, des précisions, ou si tout simplement vous avez des questions plus larges, ou d'autres questions sur la première partie même. On ne sait jamais, parfois le temps que ça infuse et que les idées viennent.
Voilà, le micro est prêt à être tendu pour vous donner la parole. N'hésitez pas. Je vous laisse le petit temps de réflexion, on ne sait jamais. Madame, au fond de la salle. Oui, bonsoir. Je voulais juste savoir pour quelle durée à peu près étaient prévus ces ouvrages. Merci. Alors, les ouvrages du raccordement sont prévus pour une durée d'environ 40 ans. Voilà. Après, on peut, mais c'est vrai pour tous les ouvrages qu'on construit, qu'ils soient terrestres ou maritimes, et c'est particulièrement dimensionnant pour les ouvrages maritimes, puisque faire un poste électrique qui dure 40 ans, ça suppose que les structures métalliques que l'on va être amené à installer soient dimensionnées pour pouvoir s'user naturellement et être toujours opérationnelles au bout de 40 ans. Merci. Je crois que vous souhaitez apporter un complément à votre question. Oui, je voulais savoir, au bout de 40 ans, qu'est-ce qu'il est prévu pour remplacer ces ouvrages et les prendre en charge en fin de vie, éventuellement? Alors, pour l'instant, ce qui est prévu, et c'est aussi pour les parcs précédents, c'est comme ça que ça a été décidé, il est prévu qu'à l'issue de l'exploitation des ouvrages, il est prévu de les démanteler, c'est-à-dire de remettre en état les sites. Cependant, avant de réaliser, ça ne va pas être quelque chose qui va être fait de manière automatique, ça va dépendre déjà du devenir des parcs éoliens autour, est-ce qu'ils disparaîtront ou est-ce que d'autres prendront la suite. Et ça dépendra aussi de l'étude d'impact qui sera mise à jour à ce moment-là, parce que l'étude que l'on va faire va intégrer les travaux, l'exploitation et le démantèlement. Mais il s'agira de mettre à jour cette étude avant de procéder au démantèlement. Je vais donner un exemple. On se posera la question de qu'est-ce qui sera le plus pertinent entre laisser les câbles en l'état dans le sous-sol marin ou de les enlever, sachant que les enlever, ça représentera des travaux à peu près similaires à ceux de leur mise en place, donc avec les mêmes dérangements que lors des travaux. Voilà, donc on se posera la question, et ça dépendra très directement finalement du développement ou du redéveloppement des populations et puis du repeuplement des populations au-dessus des câbles à l'avenir. Merci. Une nouvelle fois, n'hésitez pas. La réunion est prévue jusqu'à 20h30. Nous avons encore le temps de prendre autant de séries de questions que vous le souhaitez. Donc la parole est à vous. N'hésitez pas à me faire signe, madame, au fond de la salle. Oui, je reviens sur la première partie environnementale. Est-ce qu'a été créé un conseil scientifique pour les parcs éoliens pour chaque parc? Je ne pense pas, mais par exemple, un conseil scientifique de façade. Je donne la parole à Damien Levallois de la DRAL Normandie pour des réponses. Oui, alors un conseil scientifique de façade a été créé le mois dernier. Et normalement, donc l'appel, la candidature, en tout cas pour les scientifiques, a été envoyé, je crois, la semaine dernière ou il y a 15 jours. Et on espère que la première réunion de ce conseil scientifique aura lieu en janvier-février. Donc ce conseil scientifique s'intéressera particulièrement au parc Centre-Manche. Et également à toute activité maritime, puisqu'il sera aussi le conseil, je ne sais pas si vous connaissez le conseil maritime de façade, c'est un conseil qui réunit tous les acteurs de l'espace maritime et du territoire littoral autour des questions maritimes. Et donc ce sera finalement le bras scientifique de ce conseil maritime de façade. Merci. Une nouvelle fois, n'hésitez pas. Monsieur, au deuxième rang. Merci de vous représenter à chaque fois, c'est pour l'enregistrement. Oui, Monsieur Desvaux du groupe Ornithologique Normand. J'ai une question un petit peu plus technique qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer bien sûr au niveau de la plage. Vous avez dit que Saint-Nazaire était passé en tranchée, la liaison France-Angleterre était passée en forage dirigé. Je trouve que les photos que vous montrez sont, je dirais, un petit peu minimales, parce que le passage tranché à Saint-Nazaire était quand même relativement imposant et relativement impressionnant. Alors, actuellement, on se dirigerait vers quoi? Est-ce qu'on a des éléments par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait qu'à Saint-Nazaire, il soit passé en tranchée ouverte, pardon. Enfin, voilà ce qui... Parce que les contraintes ne sont pas les mêmes quand même. Et en particulier au niveau des oiseaux, nous, c'est ce qui nous intéresse aussi, l'impact n'est pas le même au niveau de la tranchée ouverte et du forage dirigé.
Ensuite, la liaison France-Angleterre nous a appris des choses. Est-ce que vous allez tenir compte des choses qu'on a appris par rapport à la pose du câble en particulier? Je m'explique. Quand il y a eu, je dirais, des difficultés ou des pannes d'engins, ça a automatiquement allongé le délai. Cet allongement de délai, bien sûr, a perturbé les zones de quiétude, enfin les zones de délai de quiétude d'oiseaux. Donc, est-ce qu'au niveau de vos délais, vous allez tenir compte, je dirais, d'un petit peu plus de souplesse, de telle manière à ne pas rencontrer ce qui s'est déjà produit, voilà. Enfin, c'est un peu plus technique. Mais... Merci pour vos questions, puis vous participez beaucoup aux questions, donc c'est un plaisir. Alors sur la question de ce qui fait qu'on retient un poste en tranchée ouverte ou en forage dirigé, effectivement, c'est des enjeux techniques qui sont principalement mis en avant. C'est-à-dire qu'un forage dirigé, pour réaliser un forage dirigé, on est limité en termes de distance. C'est-à-dire qu'on est capable de réaliser des forages dirigés jusqu'à 700 mètres environ d'écart entre le point de départ, le point d'entrée et le point de sortie. Donc ça suppose qu'avec cette distance ainsi couverte, ça doit répondre aux besoins que l'on a pour réaliser cette opération-là. En pratique, ça veut dire que l'estran, c'est-à-dire que la zone, en fait, il faut pouvoir mettre un bateau. Ça veut dire par là, il faut pouvoir mettre un bateau pour accueillir le câble, et il faut que le bateau puisse s'approcher suffisamment de la plage pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que si le bateau est trop loin, à plus que 700 mètres, on va être embêté, on pourrait ne pas pouvoir réaliser un forage dirigé. Ou en tout cas, le forage dirigé doit sortir trop tôt et on se retrouverait à quand même faire une tranchée finalement pour terminer le travail. Donc ça présenterait très peu d'intérêt. Donc on a une contrainte de distance. Après, la qualité des sols joue évidemment sur ce qu'on est capable de faire ou pas. Donc ça, ça fait partie des éléments. Et ensuite, c'est tout simplement que la tranchée, c'est une technique qui est nettement plus maîtrisable, c'est plus simple, ça se fait à l'avancement, alors que le forage dirigé, on est toujours susceptible d'avoir une mauvaise surprise. Enfin, quand on dit qu'on peut faire des forages jusqu'à 700 mètres, en termes de technicité, c'est quand même assez important. Il y a toujours un risque que la tête, que l'on maîtrise, mais elle peut partir un peu de travers et pas sortir là où c'était prévu. Voilà. Donc ça peut poser des problèmes. Donc en termes de technicité, on n'emploie pas n'importe comment le forage dirigé, c'est une solution qui est très intéressante, mais qui est assez complexe à mettre en œuvre. Donc, il y a d'un côté de la technique et des limites que l'on ne peut pas dépasser, et d'un autre, il y a l'environnement et les contraintes que cela génère. En ce qui est en termes de prise en compte des retours d'expérience, je vais répondre oui, oui, on en tient compte. En fait, on tient compte surtout dans notre manière de présenter le sujet. On ne vend plus du tout un atterrage en 6 mois, on vend un atterrage qui dure plutôt de 9, on va parler de 9 mois à 1 an. Donc ça veut dire qu'en réfléchissant ainsi, on sait qu'on va couvrir les 4 saisons. En tout cas, on se prépare à couvrir les 4 saisons et donc à en tenir compte, à anticiper les problèmes que cela peut générer, quitte à adapter les travaux justement pour tenir compte d'eux et non pas tomber dans la situation malheureusement qui arrive quand même malgré tout de temps en temps de « Ah ben mince, on a débordé, on est dans la mauvaise période et on n'avait rien prévu pour cette période-là. » Voilà. Donc on en tient compte en prenant d'emblée l'hypothèse que c'est possible de se trouver dans des conditions moins favorables que celles souhaitées. Merci pour cette réponse. Certaines réponses amènent d'autres questions, ou certaines questions amènent d'autres questions. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir, faire part d'une remarque, d'une réaction. Monsieur, encore au deuxième rang, nous avons des personnes qui n'épuisent pas leurs questions. Oui, pour le forage dirigé à partir de la mer, vous avez bien noté qu'on est sur les plages de débarquement et qu'il doit y avoir encore un certain nombre d'explosifs qui sont non découverts à ce moment-là. Et le forage dirigé pourrait peut-être aller en chatouiller quelques-uns. Donc effectivement, on a cru entendre parler d'une guerre qui a pris place à un moment donné. Quand on regarde les cartes avec des possibles objets, donc non encore identifiés, c'est pas forcément des mines non explosées, mais des objets justement, qui vont mériter notre attention. Les cartes au nord des plages du débarquement sont juste teintées de rouge de manière très très substantielle. On a réalisé déjà des travaux avec le raccordement du parc du Calvados et avec IFA2, l'interconnexion France-Angleterre, et donc oui, on est maintenant on sait qu'on va effectivement rencontrer ce genre de sujet-là, et donc on est très attentif à ne rien faire exploser évidemment.
Merci. Une nouvelle et peut-être dernière fois, souhaitez-vous intervenir? Nous sommes en avance sur le timing et sur le déroulé, donc la parole est à vous. Vous avez tout le temps de poser vos questions encore. Et nous sommes là pour justement les entendre et puis après pour que la tribune puisse vous apporter des éléments de réponse. Donc n'hésitez pas. Si aucune main ne se lève, cela signifie peut-être qu'on va se diriger vers la fin de la réunion, si c'est bon pour vous. Ok, donc il y a des compléments d'informations à présenter du coup? Tout à fait, c'est ça. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, poursuivons et peut-être que cette troisième partie de présentation va permettre de suggérer d'autres questions et peut-être des interrogations de la part du public. Donc je redonne la parole à RTE pour finir du coup la présentation. Merci. Super. Donc on a gardé le meilleur pour la fin. On vient vous présenter en fait donc le 5e objectif qui est issu du contrat de service public, donc qui est conclu entre RTE et l'État, qui nous demande d'associer donc à chaque projet en mer un fonds d'accompagnement à la réalisation des projets en mer, donc phare et mer. Pour aller assez vite, ce fonds sur chacun des 2 projets, donc Centre-Manche 1 et Centre-Manche 2, sera crédité à hauteur de 550 000 €. Il aura pour objet donc de financer pour partie des projets qui visent à la meilleure gestion de l'environnement, à l'amélioration des connaissances environnementales, socio-économiques en mer ou proches de la mer, la mise en valeur du patrimoine du littoral, le soutien à l'économie touristique ou de loisirs, la sécurité en mer. Donc beaucoup de thématiques, la transition énergétique, la mise en place de voies vertes. Voilà, donc ce fonds, il est ouvert aux communes, aux EPCI, aux associations, globalement aux acteurs économiques qui n'ont pas vocation à aux acteurs économiques non ludiques, non lucratifs, voilà, pardon, j'avais le mot sur la langue. Donc les groupements scientifiques, voilà, donc beaucoup de types d'associations et d'organismes peuvent y faire appel. Pour ce faire, vous trouverez une plaquette à la sortie donc, qui développe bien le mode de fonctionnement. Il y aura un comité de gestion qui va être réfléchi et mis en place en 2023 avec donc, le préfet du Finistère, du Calvados, les excuses. Et donc c'est nous, RTE, il y a une adresse mail qui est jointe, c'est nous qui donc pourrons vous appuyer si vous voulez faire des demandes. On vous aidera à monter le dossier de candidature, on le filtrera auprès du préfet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des projets en tête, des idées. Aujourd'hui, on est preneur de toutes les informations pour faire en sorte que ce fonds puisse servir au territoire le plus large possible. Je précise que ça ne concerne pas que la mer, ça concerne aussi la zone rétro-littorale, donc on peut aller plus loin. Donc voilà, n'hésitez pas à mobiliser que ce soit vos organismes ou autour de vous et à diffuser ce fonds qui n'est pas négligeable. Du coup, c'est bon. Parfait, merci. Alors peut-être que des questions sur l'existence de ce fonds, n'hésitez pas. Dernier appel à questions, et comme je le précisais, si aucune main ne se lève, je vous propose de nous diriger tranquillement vers la conclusion de cette réunion-là. Dans un premier temps, peut-être donner la parole donc, à Damien Levallois de la DREAL Normandie pour essayer d'entrevoir un peu quelles sont les prochaines étapes de ces projets. Et il y aura peut-être des questions. Monsieur, d'accord. Ok, bon, très bien. Donc du coup, on vous donne la parole et puis après, comme je le signalais, on redonnera donc pour un mot de conclusion donc la parole à Damien Levallois, de la DREAL Normandie, puis au garant, afin qu'il puisse aussi avoir un petit mot pour clôturer la réunion. Donc je parle toujours au nom du groupe ornithologique normand. Vous parlez de ce fonds pour compenser un certain nombre de projets. Ce sera une sorte de mesure compensatoire, je suppose. Il ne faudrait pas que, comme on a déjà vu par le passé, ces mesures ou ces aides servent à mettre 2 bancs publics, une petite aire de jeu ou faire la réfection du mur du cimetière. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a un impact sur l'environnement, il faut que ces fonds aillent réellement sur la protection de l'environnement. Une réaction de RTE ? Oui. En fait, sur la notion d'impact en fait, on va prendre des mesures déjà pour éviter les impacts, les réduire et les compenser, mais ça, c'est dans le cadre du projet.
C'est pas financé par autre chose dans le cadre du projet, et c'est financé par le projet. Donc là, le fonds dont il est question, c'est un fonds qui n'existait pas sur les précédents projets, hein, qui eux avaient bien des mesures d'évitement, réduction, compensation. Là, c'est un fonds qui vient en plus. C'est arrivé cet été en fait, hein, et c'est pour les projets à venir, et c'est un fonds d'accompagnement. Il s'agit plutôt justement exactement de ce que vous dites, d'accompagner le territoire vers la transition énergétique, ou pour faire face aussi aux défis. Enfin, il y a le défi de montée des eaux qui est connu principalement dans le Calvados, mais aussi dans la Manche. Ils ont la même question qui se pose. Donc, des travaux sur les digues, il y a des travaux à faire vraiment sur le côtier littoral. Littoral côtier, enfin bon, sur la côte, voilà, vous m'avez compris. Mais là où on avait souhaité insister, c'est pour dire que la transition énergétique ou le changement des comportements passe aussi par ce qui va se passer dans les terres. C'est pour ça qu'on a parlé de voies vertes ou voies vélo. On sait qu'il y a des réflexions des réflexions multiples qui sont portées. Et donc évidemment, c'est vers des actions qui ont un effet de transition, qui aura un souhait d'aller. Maintenant, pour comment les projets seront choisis, ça, c'est pas défini. Donc, il y a bien un comité de pilotage à mettre en place. Nous, on sera force de proposition auprès de la préfecture, mais c'est la préfecture qui définira ses modalités, et puis en lien avec les objectifs, finalement, du territoire. Donc, nous, on proposera des choses, on va réfléchir avec, mais ce sera retenu par la préfecture. Tout comme les projets, il n'est pas du tout certain que nous participions, RTE, au choix des projets. Enfin, nous, on assurera le secrétariat, comme ça a été dit, mais on n'a pas vocation à savoir mieux que le territoire ce qui est bon pour le territoire. Donc, mais ce qui est recherché, c'est exactement ce que vous dites. Merci. Damien Levallois. Je vais compléter pour la partie maritime. Alors, c'est les éléments qu'on a attendus pendant le débat public, que finalement les projets même de développement éolien puissent accompagner des mesures environnementales autres que celles du projet en lui-même, donc l'éviter, réduire, compenser classique. Et c'est les éléments qui ont été mis dans le cahier des charges pour l'appel d'offres. Et qui viennent finalement pondérer les différentes notes que les candidats vont recevoir pour être choisis ou pas. Et alors, si j'ai bien souvenir, sur les mesures environnementales autres que celles du projet, je crois que pour avoir la note maximale, il faut abonder près de 30 millions d'euros pour un fonds qui permettra donc de faire des études environnementales et d'acquérir de la connaissance en mer. Ce fonds aujourd'hui est en cours de préparation, et il y a forte chance que ce soit l'agence de l'eau qui, dans ses missions d'accompagnement, gère ce fonds, puisque c'est quelque chose qu'ils font au quotidien sur toutes leurs missions liées à la qualité de l'eau. Donc voilà, c'est quelque chose qui est issu des différents débats publics, qui a été finalement concrétisé dans le dernier cahier des charges. Et on pense aujourd'hui que les candidats des projets, pour acquérir la meilleure note, iront jusqu'au bout de cette enveloppe. Merci pour cette réponse à deux voix. Est-ce que du côté de la salle, cette fois-ci, on est bon, ou est-ce que d'autres compléments sont souhaités ? Du coup, je reviens sur cette transition vers la clôture en redonnant la parole à Damien Levallois pour peut-être expliciter les prochaines étapes des projets. Pour revenir sur le projet en lui-même, donc vous avez toujours la possibilité bien sûr d'aller consulter le site éoliennesenmer.fr. Alors, si vous connaissez bien notre site, il va certainement évoluer en tout début d'année, puisqu'on va revoir un peu la manière dont les deux projets Centre-Manche 1 et Centre-Manche 2 sont abordés dans le site internet. Aujourd'hui, c'est bien le projet Centre-Manche d'une façon globale, et toutes les études étant menées sur l'ensemble de la zone. Et comme le site fait part notamment des informations d'études et de concertation, donc oui, c'est vrai, là c'est concertation Centre-Manche 2, mais ça marchera toujours, donc on pourra y aller. Et bien voilà, on va reformater un peu le site, en tout cas sur ces pages-là. Pour nous contacter, donc deux adresses, concertation.centremanche, développement-durable.gouv.fr, donc l'État, et le mail de Pierre Secato sur les aspects raccordement. Les prochaines rencontres, on a une rencontre à Kétou dans le Val-de-Serre lundi prochain. On va faire également cette même réunion sur le deuxième territoire, on va dire, directement proche du raccordement. Donc ce sera cette fois-ci pas Ciné qui nous accompagnera, mais le cabinet Biotope.
Sur les autres étapes, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la sélection des candidats sur le centre Manche 2. Et je pense qu'on refera ce qu'on avait fait il y a 2 ans maintenant, lorsque les candidats sont arrivés sur le centre Manche 1, c'est qu'on les présentera au territoire, à la fois aux élus et puis aux acteurs économiques du territoire, puisqu'on leur demande finalement à ces candidats de construire un projet, en tout cas quand ils déposent leur offre, qui soit en lien avec le territoire. Et c'est dans ce sens où on les accompagne pour cette première prise de contact avec le territoire normand. Et puis nous menons des rencontres un peu plus ciblées. On intervient beaucoup en université au travers de formations liées soit à l'environnement, soit à la concertation, soit à l'énergie. On nous demande d'intervenir et donc ça nous permet d'aussi parler de ce projet au travers des thématiques qui sont portées par les formations. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le programme des 3 mois à venir. Donc le mot de conclusion pour Monsieur Jean Trarieux, donc garant de la concertation. Merci. Oh, je ne suis pas obligé de meubler jusqu'à 20h30. Non, ça va. On peut terminer plus tôt, il n'y a pas d'obligation. Comme c'était court, ça me rassure, merci. Déjà, je voudrais remercier Ciné et RTE pour les présentations. Moi, j'ai trouvé, j'espère que vous avez partagé, j'ai trouvé ça très pédagogique et intéressant. Ce qui est intéressant dans cette phase de concertation, on est en concertation continue, on n'est plus en débat public ou en concertation préalable. C'est-à-dire qu'on rentre dans les projets, donc il y a des présentations sur des choses plus concrètes, et ça amène à des questions plus précises et intéressantes, et ça je vous en remercie. Le deuxième point, moi, qui me paraît important, parce que c'est un peu ce que disait M. Secato tout à l'heure, c'est un peu une première pour RTE de présenter aussitôt le raccordement, les fuseaux, les zones de moins d'impact au public. Et je pense que c'est intéressant, parce que les gens voient au travers des questions, puis les propositions qui sont faites. Donc je pense que ça valide la démarche. Et le dernier point, je vous invite effectivement à participer via le site internet, à poser des questions et à suivre le projet. Merci. Oui, je confirme que le formulaire de questions est de nouveau actif. Eh bien, merci à tous pour votre participation à cette réunion et bonne soirée du coup.